C'est bon là? Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'AUF pour vous présenter le nouvel projet international Covid-19-2. Donc, nous allons vous proposer une présentation des termes de référence en un premier temps, les détailler, et nous consacrerons ensuite du temps à répondre aux questions qui seront publiées sur le chat. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à mettre vos questions en ligne. Vous pouvez poser des questions en anglais, ça ne pose pas de problème, mais nous vous répondrons en français. Nous rajouterons ensuite dans la foire aux questions sur le site de l'AUF des réponses plus détaillées en anglais. Bienvenue. Le plan de présentation de cet appel, nous allons d'abord recontextualiser les termes de référence. Le contexte. Donc, cet appel à projet fait suite à un premier appel à projet qui avait été lancé au printemps 2020 et qui a permis de financer 92 projets issus de 87 établissements membres de l'AUF dans 44 pays. Donc, ces chiffres vous indiquent aussi que très peu d'établissements ont vu financer plusieurs projets. C'est un point intéressant pour vous. Donc, suite à ce premier appel qui a connu un grand succès, nous avons, malheureusement comme tout le monde, constaté que la pandémie s'installe dans le temps et qu'il est nécessaire de continuer à soutenir la communauté de nos membres dans leurs actions contre cette pandémie et ses conséquences. Donc, l'objectif de cet appel est de valoriser l'apport des établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres de l'AUF, mais aussi des consortiums qui seront construits autour de ces membres pour développer des solutions à impact technologique ou social pour faire face aux difficultés provoquées par cette prolongation. L'idée est de développer des initiatives innovantes, frugales et adaptées à l'écosystème. Les nouveaux projets à mener devront être développés dans les 12 mois qui suivent l'attribution de la subvention. Le déploiement de projets à vocation régionale ou internationale déjà à maturité pourront postuler aussi pour favoriser l'adaptation locale ou le transfert de technologies ou de sciences. Le déploiement des projets et la synergie entre les projets soutenus par l'appel international Covid-1 sont tout à fait bienvenus également. Qui sont les bénéficiaires de cet appel? Tout d'abord, les structures éducatives qui ont été très impactées au cours de cette première pandémie. Bien entendu, les structures de santé qui étaient déjà visées par l'appel Covid numéro 1, les structures s'occupant de personnes malades, vulnérables ou isolées, les structures luttant contre les violences ou les discriminations basées sur le genre, le handicap ou l'appartenance à des milieux marginalisés. Les financements proposés par l'AUF seront envoyés aux établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF, mais au bénéfice d'étudiants, d'associations, de clubs, de jeunes chercheurs, de laboratoires, d'animateurs de Fab Lab ou d'incubateurs. L'appel privilégie les communautés étudiantes dans la lutte contre la pandémie. Bien sûr, ces étudiants ne pourront pas postuler individuellement. Il est important que ces étudiants postulent dans le cadre d'une coordination assurée par un enseignant-chercheur permanent. Nous reviendrons sur la notion de permanence d'un de ces établissements. Bien sûr, dans une communauté plus large, mais il est très important que des jeunes soient associés au projet. Les projets doivent intégrer
une dimension inclusive, comme on l'a vu tout à l'heure à propos des bénéficiaires, et responsable, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, la typologie des projets. Selon la nature du projet, vous allez pouvoir postuler à des projets de catégorie A. C'est des projets ayant un impact technologique, économique assez rapide. Ces projets obtiendront des financements à hauteur de 20 millions d'euros, pas 20 millions d'euros, 20 000 euros, et qui devront représenter 90% du budget global. Ça veut dire que l'établissement demandeur, s'il souhaite obtenir ce maximum de subventions, devra proposer un cofinancement de 10% en plus de ces 20 000 euros. Les projets de catégorie B sont des projets qui ont un fort impact innovant, bien sûr, mais qui ont une dimension nationale, interrégionale ou internationale. La subvention proposée par l'AUF sera un maximum de 50 000 euros et ne pourra couvrir que 80% du budget global pour votre projet. Donc, l'établissement ou le consortium demandeur devra proposer un budget qui inclut 20% de cofinancement si vous voulez atteindre ces 50 000 euros de subvention. Quels sont les domaines? Alors, les domaines recoupent les domaines qui avaient déjà été listés lors du précédent appel. Donc, production de matériel, action de santé publique. Je ne vais pas vous relire toute la liste. Par contre, j'insiste sur les nouveaux espaces possibles de financement qui sont essentiellement des recherches-actions, des enquêtes ou des études qui proposent des solutions à la prolongation de cette pandémie. Donc, les nouveaux domaines ciblés touchent les systèmes éducatifs au niveau de la gouvernance, de la continuité pédagogique, de l'offre de formation, l'hybridation des parcours, etc. Toutes les conséquences psychosociales, économiques en lien avec la pandémie. Les réflexions autour des difficultés à développer la mobilité étudiante, toutes les alternatives possibles. Et bien évidemment, les conséquences de cette pandémie sur le marché de l'emploi formel et informel de l'écosystème qui correspond à votre région. Je laisse maintenant la parole à ma collègue qui va vous développer les autres aspects des termes de référence de ce projet. Merci. Merci beaucoup Sabine et bienvenue à tous. On est presque une centaine et on est très content de vous avoir avec nous. Avant de passer à la partie un peu plus technique de cette présentation, je voudrais aussi ajouter que tout ce qui concerne le choix des domaines, le choix des catégories, ce que Sabine vient de présenter, est un choix que vous devez faire, c'est-à-dire c'est aux porteurs de projets de définir si leur projet s'inscrit dans les objectifs de l'appel, dans les domaines qui sont proposés, et d'argumenter dans ce sens dans le formulaire. Et nous ne répondrons pas, nous n'allons pas discuter sur les thèmes des projets concrets. Ça fait partie du montage de projet que vous allez faire. En revanche, nous allons passer à la partie maintenant qui concerne la construction des partenariats, l'éligibilité des structures et des dépenses. Donc, comme vous l'avez peut-être bien constaté en lisant les termes de référence, nous demandons à ce que les projets soient portés par un établissement membre de l'AUF.
c'est très simple. L'Agence universitaire de la francophonie est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de réseau. Donc, logiquement, notre appel est destiné à nos membres en premier lieu. Donc, nous demandons que les projets soient déposés par un établissement membre. Nous avons 1000 membres à ce jour. Donc, la liste est disponible sur notre site internet. Vous pourrez vérifier si votre institution est membre. Il y a une deuxième contrainte qui a été définie également, c'est pour le coordonnateur. On demande que le projet soit coordonné par un enseignant-chercheur qui est en contrat permanent, en tout cas qui soit en poste pendant la durée du projet, enfin qui ait une garantie raisonnable qu'il soit en poste pendant la durée du projet. Donc, cette notion de coordination est assez importante parce que cet établissement, qu'on appelle établissement porteur ou chef de file, sera le pilote du projet. C'est lui qui sera responsable de l'exécution, de l'utilisation des financements et du reporting, de faire des rapports. Ensuite, en revanche, plusieurs types de structures et même des groupements informels peuvent être partenaires. Donc, nous encourageons de constituer des consortiums, soit avec d'autres établissements membres ou des universités, structures de recherche qui travaillent dans le domaine mais qui ne sont pas forcément membres. Et bien évidemment, tout ce qui est le secteur, enfin les organisations de la société civile, les structures gouvernementales, les entreprises privées, les collaborations publiques-privées sont fortement encouragées puisque nous savons pertinemment que c'est nécessaire afin d'atteindre l'impact voulu. Pour avoir un projet impact, c'est mieux de le faire en partenariat. Il y a aussi 2 points très importants. Nous avons demandé des lettres d'engagement et celle de l'établissement porteur est très importante. C'est un critère éliminatoire. Nous demandons à ce que le plus haut responsable de l'établissement s'engage pour le projet, exprime son accord pour le projet qui est déposé par son coordonnateur. Pour les partenaires, on demande quand même des lettres de soutien pour s'assurer qu'ils participeront au projet. Donc, quant à la notion de partenariat, oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ces lettres, on nous pose souvent la question si on donne un modèle. Ces lettres peuvent être faites dans les langues des pays, il n'y a aucune contrainte. C'est du texte libre, c'est assez simple comme texte. Je sous-signé, responsable, enfin recteur, président, directeur de l'établissement, exprime mon accord ou soutient le projet qui sera déposé dans le cadre de l'appel Covid-19-2 de l'AUF. Mais c'est important de les faire et que la lettre de l'établissement porteur soit signée par son plus haut responsable. Donc les partenariats. Il y a 2 notions très importantes à comprendre pour savoir quel type de partenariat est exigé ou pas. Nous avons utilisé les termes sud et nord, qui sont communément utilisés, mais qui reflètent en fait un classement des pays selon le niveau de revenu qui est fait par la Banque mondiale et qui est repris par l'AUF sur notre page, là où sont présentés les barèmes de cotisation. Et donc, ce qu'on appelle pays sud, ou un porteur issu d'un pays sud, c'est les pays à revenus faibles ou intermédiaires, pays plus ou moins en développement, qu'on appelle aussi pays en développement. Et dans ce cas-là, on ne demande pas de constituer obligatoirement un partenariat. Un établissement qui est issu d'un pays sud, un revenu faible ou intermédiaire, peut déposer le projet tout seul. Mais comme je viens de dire, nous encourageons quand même des collaborations avec d'autres organisations, que ce soit de la société civile, des ministères, des entreprises ou d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
afin d'avoir un impact plus grand. En revanche, pour ce qui est des porteurs nord, c'est-à-dire les établissements qui sont issus des pays à revenus élevés, nous demandons à ce que ce soit des projets obligatoirement en partenariat et en partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche dans un pays sud. C'est-à-dire, et en plus, on veut que le projet soit au bénéfice de ce pays sud. C'est dans une logique de solidarité entre nos établissements qui a, depuis le début, guidé l'action de l'AUF. Donc, c'est très important à retenir pour les porteurs, les établissements qui veulent déposer un projet et qui sont situés dans un pays à revenus élevés, doivent faire attention. Leur projet ne sera pas évalué s'il n'est pas en partenariat et s'il n'est pas au bénéfice d'un pays sud. Vous avez le lien sur la diapo pour vérifier si votre pays est à revenu élevé. Et on va également mettre la présentation sur le site de l'appel, comme ça vous pourrez accéder au lien plus facilement. Nous avons rappelé ici le processus d'évaluation pour vous donner une idée comment ça va se passer. Nous attendons les projets jusqu'au 15 juillet, 18 h heure de Paris, attention, et à 18 h la plateforme sera fermée et il n'y aura pas de prolongation. Donc tous ceux qui ont déjà des projets en préparation, assurez-vous de les déposer à temps. Et notre conseil serait de ne pas attendre la dernière minute, les dernières heures, parce que la plateforme sera chargée et vous risquez des problèmes techniques. Après cela, il y aura une passe sur la recevabilité. Donc, on va étudier les projets d'un point de vue formel. On va regarder s'ils sont bien déposés par un établissement membre, s'il y a bien un coordonnateur désigné qui a une fonction permanente auprès de l'université, s'il y a une lettre d'engagement de l'établissement et si toutes les pièces jointes demandées sont bien là. Les pièces jointes sont les lettres d'engagement, le formulaire de description détaillé que je vais présenter tout à l'heure et le budget. Le budget avec chronogramme et livrable. Ensuite, les projets qui sont recevables vont être étudiés par des experts par région. Nous constituons des commissions d'experts qui vont évaluer les projets par région. Pour les projets interrégionaux qui impliquent 2 régions, il y aura probablement 2 experts de 2 régions qui évaluent. Et tout ce processus nous amène au mois d'octobre, où nous avons prévu de publier les résultats. Normalement, c'est prévu de notifier les projets sélectionnés et de les publier. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés, malheureusement, ne seront pas informés. Il faudra qu'ils surveillent la publication des résultats sur la page de l'AUF. J'ai repris ici quelques liens utiles, notamment le lien de l'appel, à partir duquel vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour monter votre projet. Les termes de référence en 4 langues, français, anglais, espagnol et portugais. La foire aux questions qui est en français et en anglais et qui sera mise à jour d'ici la fin de la semaine avec les questions que nous aurons vues traitées dans le webinaire et les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre également. Il y a également le lien vers le formulaire description détaillée et le modèle de budget et chronogramme, également bilingue. Donc, je vais m'arrêter un peu sur le formulaire de description détaillée. On vous demande de décrire votre projet, c'est comme son nom l'indique. Il y a des rubriques, il y a 7 rubriques dont l'identification, le titre du projet, qui est l'établissement porteur, qui est le coordonnateur au sein de l'établissement porteur. La rubrique 3, description, est très importante
Et c'est là que vous devez concentrer vos efforts parce que toutes les informations qui serviront pour l'évaluation du projet sont dans cette rubrique-là, notamment les domaines, la description du partenariat s'il y a un partenariat, la cohérence avec les objectifs de l'appel, les objectifs du projet, les résultats attendus, l'impact attendu, la dimension inclusive et responsable en conformité avec les ODD, qui sont les bénéficiaires du projet, directs et indirects, qui sont les participants qui vont participer à l'exécution du projet. Et enfin, on demande aux porteurs qui sont du Nord, d'un pays à revenu élevé, de nous expliquer en quoi leur projet est effectivement au bénéfice d'un pays du Sud. Donc, très important, cette partie 3, d'y prêter attention et de bien la compléter. C'est là que vous devez convaincre les évaluateurs. Ensuite, on vous demande de nous dire qui sont vos partenaires, de les lister. Le budget est un modèle à part qui doit être joint. On vous demande de me renseigner le montant du budget demandé, mais également de joindre en pièce jointe le budget détaillé. Et puis, il y a les pièces jointes et les déclarations, comme quoi les informations fournies sont exactes. Vous pouvez répondre en 2 langues. Ce formulaire de description détaillée peut être rempli en français ou en anglais, qui sont les 2 langues que nous maîtrisons partout. Malheureusement, on ne peut pas traiter des dossiers dans toutes les langues nationales. Et on vous demande de faire un résumé en français. Attention, il y a des limites dans le nombre de caractères et on vous demande de les respecter. Le résumé ne doit pas dépasser 500 caractères et toutes les rubriques descriptives, notamment la partie 3, est limitée à 1000 caractères avec les espaces compris. Donc, ce sont des textes relativement courts que vous devez rédiger. Limitez-vous à l'essentiel. Donc, ça, c'est le formulaire description détaillée. C'est un format Word. Nous avons proposé un format DocX. Vous pouvez le convertir en d'autres formats si vous préférez travailler sous LibreOffice ou d'autres traitements de texte. Il n'y a pas de problème. Une partie des informations doit être saisie en ligne quand vous déposez votre candidature. Donc, on vous conseille de remplir d'abord le formulaire Word sous texte et ensuite vous n'aurez qu'à copier-coller vos réponses dans la plateforme en ligne. Tout ça pour qu'on puisse faire les traitements. On vous demande de reporter ces informations pour qu'on puisse traiter ensuite les réponses à l'appel, pour qu'on puisse un peu automatiser le traitement. Et on arrive au budget. Donc, c'est un modèle qui est fourni. Vous pouvez télécharger. C'est au format XLS, mais vous pouvez le convertir en d'autres formats. Et c'est important qu'on y retrouve les informations du budget, description et montant des dépenses, en euros, s'il vous plaît. Faites la conversion. Avec un calendrier prévisionnel sur 12 mois, puisque les projets doivent se réaliser en 12 mois. Et préciser en face de chaque activité quels sont les livrables attendus. Donc, et on arrive à la dernière partie, donc en lien avec le budget, sur les dépenses éligibles. Donc, nous avons défini, les termes de référence de l'appel définissent quelles sont les dépenses éligibles. Donc, il peut y avoir de l'achat de matières premières ou d'équipements ou location d'équipements avec les consommables et les frais de transport qui seraient nécessaires. En fait, pour les développements de prototypes ou d'autres activités, il peut y avoir de nécessité de faire des tests de conformité, de certification, d'homologation.
il y a aussi des frais de communication, d'Internet, télécommunication, qui peuvent être éligibles. Mais attention, ce ne sont pas des frais de fonctionnement, ça doit être des frais qui sont nécessaires à la réalisation des activités. Et enfin, les déplacements. Il faut privilégier des déplacements nationaux ou bien entre les pays du consortium. Il ne sera pas accepté une activité qui prévoit d'aller suivre une formation dans un pays tiers où il n'y a pas de partenaire, ne sera pas éligible. Et bien sûr, tout ça avec le respect des règles sanitaires qui, comme tout le monde le sait, évoluent. Enfin, les deux derniers types de dépenses sont un peu particulières parce qu'il est accepté de faire appel à des prestataires externes de la sous-traitance pour tout ce qui est les développements informatiques d'applications et d'outils, ou bien faire appel à des formateurs extérieurs, ou pour tout ce qui est la collecte de données et enquête. Attention, pour que ce soit accepté, il faut que la compétence ne soit pas disponible au sein de l'équipe. Par exemple, une équipe d'informaticiens ne sera pas autorisée de faire un contrat de développement d'applications avec une entreprise privée, par exemple. Et tout ce qui est sur les coûts de formateurs ou de collecte de données, il faut qu'ils soient calculés sur les coûts locaux, enfin, c'est les coûts qui sont pratiqués dans le pays où l'action a lieu. Sur la collecte de données enquête, les termes de référence privilégient la participation d'étudiants, si possible. Voilà, donc en revanche, il y a des dépenses inéligibles. Un peu, compte tenu de la nature de l'appel, nous avons considéré que les frais de gestion ne seront pas éligibles. L'appel ne vise pas non plus à financer des salaires, donc tout ce qui est frais de personnel ne sera pas éligible. Les thèses et les post-docs sont considérés en quelque sorte comme un salaire de recherche, donc non éligibles. De même pour les frais de fonctionnement, tout ce qui est salle, énergie, connexion Internet pour l'établissement, etc. Donc, et on arrive à la fin de notre présentation, en espérant que ça n'a pas été très long. Et on va essayer de répondre à quelques questions. Je passe la parole à Mireille, notre collègue de la direction Moyen-Orient. Oui, vous m'entendez? Très bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis Mireille Reyes de l'AIF Moyen-Orient. Je suis responsable de projet et chargée de la gestion de cet appel à candidature. Donc, je commence par une première question qui nous a été posée. C'est concernant l'accord, un format imposé pour l'accord écrit. Ben, en fait, non, il n'y en a pas. C'est un format libre. L'important, c'est de mentionner dans ce document qui doit être rédigé par la plus haute autorité de l'établissement. L'important, c'est d'indiquer que le projet est vraiment soutenu par les autorités de l'établissement et que le porteur de projet est également soutenu pour la gestion de ce projet. Donc, voilà pour la première question. Après, il y a d'autres questions concernant les salaires. Denitza vient de le dire que ce ne sont pas des dépenses éligibles pour financement. C'est une question qui revient plus souvent, mais par contre, vous pouvez indiquer ça comme cofinancement de votre entreprise, de votre établissement. Donc, le cofinancement de l'établissement n'est pas forcément en nature, il peut être sous forme de valorisation des heures de travail de l'équipe. Après, je ne sais pas si je vais trop vite. Après, pour d'autres questions,
en fait, je suis censée répondre aux questions de ma région, mais bon, c'est pas très grave. Pour ajouter des références, vous devez mettre tout ce qui est nécessaire pour convaincre notre expert, tout ce que vous jugez nécessaire pour convaincre l'expert qui va évaluer votre projet et rédiger un rapport d'expertise. Si vous jugez que des références, est-ce que par référence, vous voulez dire les publications? Bah oui, pourquoi pas. Ça peut toujours être utile. Les partenariats qui ne seront pas inclus dans l'appel à candidature, bah, on ne peut pas les prendre en compte parce qu'ils ne sont pas… Comment notre expert peut être sûr qu'ils vont se conclure, qu'ils vont se réaliser? Donc, la date limite est vraiment une date butoir. On n'acceptera pas d'autres documents ou des documents supplémentaires à l'issue de cette date. Après, et les partenariats doivent être prouvés par des lettres de partenariat. Vous n'envoyez pas votre document, votre candidature, les dossiers à l'AUF, vous les déposez seulement sur la plateforme formulaire.auf.org. Vous n'envoyez rien directement à l'AUF. Une faculté ne peut pas candidater à titre individuel. En fait, c'est le membre de l'AUF, c'est l'établissement. Et c'est l'établissement qui candidate, c'est le président de l'établissement qui fournit la lettre d'engagement et c'est lui qui signe le formulaire. Une faculté ou un laboratoire ne peut pas déposer un dossier, ce n'est pas une candidature éligible. La contribution en in-kind des chercheurs, est-ce que in-kind des chercheurs, c'est la valorisation du temps de travail? Si c'est ça ce que vous voulez dire par ça, on a déjà répondu à cette question. C'est une dépense éligible en cofinancement, mais elle n'est pas éligible pour financement. C'est un salaire que le budget ne peut pas prendre en charge. Plus d'un coordonnateur pour un projet, c'est très compliqué. Il nous faut un seul interlocuteur. Si on a besoin d'une information, on doit savoir à qui s'adresser. Quand on a besoin d'un rapport, il faut qu'on sache qui relancer. Donc, c'est une seule personne. Après, en interne, la répartition du travail entre l'équipe, vous la gérez. On n'a pas besoin d'avoir ce genre d'informations. Mais un porteur officiel, c'est une seule personne, un seul interlocuteur. Domaine choisi de deux types. Vous avez le droit d'indiquer 3 domaines. Alors, donc oui, pas forcément du même type. Donc 3 domaines, vous précisez 3 domaines dans votre candidature. Et voilà. C'est les questions que je vois pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait faire une autre série. Donc, je veux bien prendre le relais s'il y en a d'autres. En attendant, ça, tu prends la suite? Oui, en attendant, je vois une question très technique. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à créer un compte sur la plateforme de dépôt des projets. J'affiche l'adresse là. Une seconde. Voilà, c'est formulaire au pluriel .auf.org. En effet, il y a une confirmation qui doit être faite par la plateforme envoie un mail, on confirme que c'est bien nous pour créer le compte et ces messages passent souvent dans les dossiers spam. Alors, normalement, si vous n'arrivez pas à retrouver le message et vous êtes toujours bloqué, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse de contact et nous allons débloquer avec l'administrateur de la plateforme, on va activer les comptes. Ça arrive effectivement et c'est surtout dû au fait que les messages passent en spam. Mireille l'a dit sur le cofinancement, qu'est-ce que ça inclut? C'est la contribution qui peut être de toute nature des partenaires et notamment tout ce qui est dépenses
inéligibles au financement pourraient être valorisés dans le projet. Attends, on va essayer de voir la question sur les coûts de publication scientifique. En effet, pour les projets de recherche, et ça peut être nécessaire. C'est un coût autorisé, à condition que ça consiste pas dans la totalité du projet. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'autres activités, un projet plus global dans lequel une partie est dédiée à la publication scientifique. Alors, je vais essayer de voir d'autres questions. Il y a plusieurs questions qui portent sur les thèmes des projets. Je l'ai dit et je le répète, nous n'allons pas vous répondre sur le contenu de votre projet. Et c'est à vous d'argumenter. Denitza, tu m'entends? Oui. Les partenariats Nord-Sud, peut-être, il y a plusieurs questions qui touchent à ça. Tu veux que je réponde ou... Oui, vas-y Sabine, le temps que je trie un peu les questions. Je ne sais pas si je suis en direct là. Je ne pense pas être en direct. Si, c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, il y a eu plusieurs questions concernant les relations Nord-Sud dans le cadre d'un consortium. Donc, on a bien précisé que si c'est un établissement du Nord qui postule, il faut démontrer que l'impact ou les résultats du projet seront au bénéfice de communautés du Sud, des partenaires du Sud. Par contre, les partenaires du Sud qui sollicitent une expertise du Nord pour faire avancer leur projet, il n'y a aucun problème pour cela, si les partenaires du Nord font bien partie de leur consortium. Donc ça, c'est important. Il y avait une question aussi technique sur les résumés, sur le nombre de caractères. C'est bien 1000 caractères, Denitza, c'est ça pour le résumé, et non 500. Normalement, ouais, il y a une coquille dans le formulaire description détaillée. Donc on confirme que c'est bien 1000 caractères pour le résumé. C'était 500, mais puisque c'est marqué 1000, on va accepter des résumés à 1000 aussi. Très bien. J'essaye de voir, est-ce qu'il y a un nombre limité de projets présentés par une seule institution? Non. Mais comme vous l'avez entendu, il sera très difficile, vu le nombre de projets déposés, de financer plusieurs projets pour une même institution. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que votre projet soit validé, soutenu par le recteur ou la gouvernance de l'université, et non pas que de la faculté ou du laboratoire. J'essaie de voir encore. Les salaires des étudiants doctorants, comme il a été dit, peuvent être considérés dans le cofinancement, oui, mais ne sont pas éligibles à la subvention AUF. Des subventions événements scientifiques sont-elles éligibles si cet événement scientifique est en lien étroit avec le projet et se conclura par un livrable concret? Oui, mais très clairement, on ne financera pas des colloques. Et je regarde la suite. Alors, je prends le relais, Sabine. Oui. Il n'y a pas d'overhead au sens large du terme. Je voulais juste encore ajouter ça. Donc, on a des questions sur est-ce qu'une
plante codée dans le projet serait éligible parce que les résultats préliminaires ont montré des activités intéressantes sur le virus. C'est une question qui est relayée par notre collègue Océan Indien. On peut pas se prononcer sur ce sujet. En tout cas, nous, en tant qu'équipe Covid, c'est à vous, c'est au porteur de projet de décider si ça correspond. Ensuite, s'il y a des questions de confidentialité, il peut y avoir une clause confidentialité. Et quand nous, en tout cas, à IEF, on s'engage à préserver ces éléments dans le dossier. Donc, est-ce qu'il faut dévoiler le nom de la plante dans le projet? Il faut faire en sorte que les évaluateurs comprennent de quoi il s'agit. Je ne saurais pas dire. Ce sont les évaluateurs scientifiques qui décideront de ça. On ne peut pas se prononcer. Là, on est dans un domaine très spécifique. On ne peut oui, pas... la question porte, est-ce qu'ils peuvent déposer le dossier sans dire le nom de la plante, puisqu'elle ferait objet de brevet, si j'ai bien compris. Je pense que oui, mais il faut être suffisamment clair, expliquer les raisons pour lesquelles ce n'est pas dit et expliquer quand même en quoi consiste la plante. Est-ce que le cofinancement peut correspondre à des heures de travail d'enseignant? Oui, c'est des salaires que l'université paye à l'enseignant, donc c'est éligible au cofinancement. J'avais aussi... Oui, il y a une question sur le partenariat. Comment doit se formaliser le partenariat entre institutions publiques et entreprises privées? Au stade du dépôt du projet, on vous demande de présenter des lettres de soutien par les partenaires et une lettre d'engagement de la part du porteur du projet. Le partenariat sera formalisé si le projet est retenu pour financement par une convention qui va être signée par tous les partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on demande des lettres de soutien pour avoir une certaine garantie que ces partenaires seront là au moment de la signature de la convention. Il y a une question sur, ça revient toujours sur recruter des personnels externes. Vous l'avez vu dans la présentation, c'est affiché, c'est autorisé pour 2 cas très précis et seulement si la compétence n'est pas disponible au sein de l'équipe. Donc, et ce n'est pas des recrutements en contrat permanence, c'est plutôt des contrats de prestation de services ou des commandes passées auprès des entreprises. Peut-être Mireille ou Sabine, si vous avez repéré d'autres questions. Il y a plusieurs questions sur les CV. Vas-y Sabine. Donc, je disais qu'il y avait plusieurs questions concernant le fait de joindre les CV des demandeurs. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas la peine. Il faut que le projet soit bien décrit. Les CV des différents acteurs ne sont pas forcément utiles. Donc, ce n'est pas la peine d'alourdir les pièces jointes en y ajoutant des documents de ce type-là. Il y a également une question concernant le statut du professeur. Doit-on avoir une preuve du statut permanent ou si l'engagement de la plus haute autorité doit le mentionner ou autre document à joindre? En fait, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois. L'important, c'est que les statuts et les structures sont très différentes. Les conditions de recrutement et d'embauche dans les établissements membres de l'AEF sont très diverses et variées. On ne va pas
vous demandez votre contrat de travail, donc on ne vous demande aucune preuve de statut. Par contre, vous devez être là assez longtemps pour pouvoir finir le projet. Ça, c'est une première obligation. Et puis la deuxième, vous devez avoir le soutien de votre président. Si le président est prêt à signer votre convention, le jour où votre projet sera retenu, est prêt à vous nommer comme porteur du projet, coordonnateur du projet, l'AUF n'a aucun problème, n'imposera aucune objection en fait. Donc l'important c'est que vous soyez là assez longtemps et que vous ayez le soutien de votre autorité. Après pour le reste, ça suffit pour nous. Alors, il y a une question aussi que je vois qui concerne le Liban, si c'est un pays référencé comme en voie de développement au vu de sa situation actuelle. En fait, nous, on applique le classement de la Banque mondiale. Vous avez la liste sur notre site. On a mis le lien sur notre site, donc vous pouvez voir la liste. Je crois de mémoire que le Liban a été classé à revenu intermédiaire. Je ne sais pas si ça a été revu, mais de toute façon, intermédiaire ou à revenu bas, c'est éligible. Les deux sont éligibles. Donc, voilà, le Liban est éligible pour être bénéficiaire. Joindre un descriptif scientifique détaillé ou non, non, vous remplissez le formulaire qu'on a fourni, on ne vous demande rien de plus. Déjà, il y a toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer le projet. Vous joignez juste les documents qu'on vous demande. Comme l'a dit Sabine, ce n'est pas la peine d'alourdir les dossiers et de surcharger les évaluateurs. Donc, vous remplissez le formulaire, vous remplissez le budget, vous joignez la lettre d'engagement de votre autorité, de la plus haute autorité de l'établissement, et les lettres de partenariat s'il y a lieu, et c'est tout. La date butoir, c'est le 15 juillet. C'est une date très stricte. On n'accordera pas de délai supplémentaire. Ce qu'on dit à chaque fois qu'on le répète, tout le monde attend la dernière minute. C'est très dangereux. La surcharge sur les réseaux, sur la plateforme peut causer des lourdeurs de téléchargement, des problèmes de connexion. N'attendez surtout pas la dernière minute. On ne peut pas vous garantir qu'il y aura un délai supplémentaire. Pour le moment, il n'y en aura pas. Et voilà. Donc, on n'a pas ce système d'inscription par établissement comme sur le modèle de ce que fait l'Union européenne. L'établissement n'a pas à s'inscrire sur la plateforme. C'est juste le porteur de projet qui s'inscrit et il dépose son projet. Pas forcément le porteur de projet, en fait. Il faut s'inscrire sur la plateforme. Le porteur peut être une personne différente qui indiquera son nom et ses coordonnées dans le formulaire, mais on n'a pas besoin de s'inscrire sur la plateforme en tant qu'établissement pour pouvoir déposer les dossiers. Est-ce qu'il y a un nombre limité de projets par une seule établissement? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Les exigences pour la portée internationale du volet B. Ouais, je vais répondre à ça. Voilà, ok. Je vais prendre le relais. Oui, il y a 2-3 questions concernant la différence entre les projets de type A et les projets de type B. La différence touche essentiellement l'envergure du projet, la dimension, le nombre de participants et l'impact qui sera soit local pour les projets de type A, soit national, international, régional pour des projets de type B. Donc là, ça sera en fonction de la taille du consortium et de l'impact souhaité. Donc, faites attention à ça. Ce n'est pas la peine de postuler pour un projet qui aura un impact local en visant une subvention de 50 000 €. Ça ne passera pas.
Donc, faites attention à bien respecter les termes de référence. Je reviens également sur la notion de cofinancement et de frais éligibles par la subvention. Vous avez affiché les dépenses éligibles. Il n'y a très clairement pas d'overhead éligible sur le projet. C'est répété. Par contre, les frais de gestion du projet, les frais de personnel, une partie des salaires, des frais de fonctionnement peuvent être présentés comme les dépenses de cofinancement. Le cofinancement n'a pas besoin d'être du cash. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler puisqu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur ce point-là. Voilà, j'essaie de voir encore s'il y a des questions que je n'ai pas vues. Les études comparatives nord-sud, pourquoi pas? Tout dépend de l'impact de l'étude. Si cette étude vise à améliorer une situation au sud, elle sera la bienvenue. Si elle vise essentiellement le nord, elle ne le sera pas. Le cofinancement peut provenir d'une structure non membre de l'AUF si la structure fait partie d'un consortium coordonné par un membre de l'AUF. Donc, tous les membres du consortium peuvent participer au cofinancement. Il n'y a pas de problème de ce type-là. Alors, les lettres de soutien doivent être actualisées. Vous ne pouvez pas reprendre des lettres de soutien qui ont été utilisées pour l'appel Covid-1. Je regarde encore d'autres. Alors, quelle différence entre les bénéficiaires directs et indirects? Donc, les bénéficiaires directs, c'est les acteurs qui vont être en lien direct avec la subvention, qui vont gérer la subvention et qui vont permettre de développer des activités qui vont bénéficier à une catégorie de personnel. Indirect, l'impact peut être plus large et peut toucher d'autres catégories. Je prends un exemple. On va pouvoir financer des projets de développement de cours hybrides. Les bénéficiaires directs seront l'établissement qui va développer ces cours. Les indirects, ce seront les étudiants qui pourront bénéficier ensuite des résultats. Donc, on a différents niveaux de bénéficiaires que vous pouvez lister dans le cadre de votre projet. Le cofinancement, donc comme je l'ai dit, 10% de projets de catégorie A, 20% de projets de catégorie B, vous pouvez y mettre tout ce qui touche aux frais de gestion, au salaire des coordinateurs, des personnes impliquées, des fluides, etc. Alors, est-ce que les déplacements pour un congrès des partenaires du Sud dans la région Nord? Non, nous ne finançons pas la participation au congrès. Alors, il y a une question qui revient sur les management fees, ce qu'on appelle, nous on a appelé frais de gestion. Non, ce n'est pas éligible. Ça ne peut pas être pris sur le financement AUF. Ça peut être valorisé comme contribution du consortium dans une certaine mesure raisonnable. Alors, oui, à nouveau, je vois des questions concernant les bibliographies. Ce n'est pas forcément la peine de mettre les bibliographies dans les pièces jointes, ça va alourdir. Si votre projet est retenu,
on pourra vous demander un complément d'information, mais ça sera a posteriori, pas sur la plateforme, sinon ça sera trop lourd. Il y a une question peut-être aussi, si le budget pourrait être viré et géré par un autre compte que celui de l'université, genre compte AUF pays. L'AUF peut, en fait, il y a deux possibilités. Soit l'argent, le budget accordé est géré directement à l'établissement, soit il reste à l'AUF et c'est l'AUF quand des fois c'est compliqué. Je pense surtout au cas du Liban où on a beaucoup de problèmes avec les banques pour sortir l'argent pour un taux de change qui est très variable. Donc, on peut s'adapter. L'AUF peut, le bureau régional peut garder l'argent et le dépenser pour le projet. Mais si par autre compte que celui de l'université, il s'agit d'un autre partenaire du projet, là c'est non. Donc c'est soit l'établissement porteur du projet, soit l'AUF. C'est les seules deux possibilités. Oui. Je vois encore des questions sur le cofinancement. Oui, si vous demandez une subvention de 50 000 €, il faudra que le cofinancement, le budget global de votre projet dépasse les 50 000 €. Vous rajoutez 20%. Donc, ça sera au minimum 60 000 € de budget global pour une subvention de 50 000 €. Je me permets de prendre la parole. Il nous reste moins de 5 minutes, donc on va prendre encore 2-3 questions. Et on va faire une nouvelle version beaucoup plus enrichie de la foire aux questions. On va essayer de répondre au mieux à toutes les questions que nous avons reçues. Il y a une question qu'on nous pose souvent aussi. Est-ce qu'une ONG peut déposer un projet? Non. C'est les établissements membres qui peuvent déposer et qui doivent coordonner le projet. En revanche, les ONG sont bienvenues pour être partenaires des projets, mais en s'associant aux établissements membres. Je vois une question aussi, est-ce que l'Iran est bénéficiaire? Nous avons des universités iraniennes membres de l'AUF, donc c'est à travers ces universités iraniennes qu'un projet peut être déposé. Pardon, Denitsa. Non, c'est bon, c'était une des questions que j'avais marquées. Je vois aussi une question sur l'achat de normes et standards, si c'est éligible. En fait, tout ce qui est test de conformité, des certifications, d'homologation, tout ce qui se rapporte à ce genre de dépenses est en effet éligible. Il y a une question qui peut être un peu difficile, toujours sur le cofinancement. Est-ce qu'une connexion Internet propre au projet est éligible? C'est effectivement, il faut distinguer entre les frais de fonctionnement d'un laboratoire ou d'une université et la connexion qui est nécessaire pour la réalisation du projet. L'exemple de cas où ça pourrait être éligible, par exemple, le projet prévoit des actions sur le terrain, des enquêtes sur le terrain. Et pour ça, il faut une box Internet pour pouvoir être connecté partout et saisir les résultats des enquêtes. Ça, oui. Mais une connexion permanente pour un laboratoire, ce ne sera pas éligible. Et puis un dernier point sur les publications. Il y avait plusieurs références. Les publications ne seront éligibles que si elles touchent les résultats du projet. Le projet ne financera pas des publications en tant que telles. Il faut vraiment qu'elles soient en lien avec les résultats développés par un projet spécifique et non pas un projet qui existait en amont de l'appel.
une question peut-être qui pourrait, qui me semble un peu, enfin, un projet non sélectionné lors du premier appel pourrait-il être présenté pour ce second appel? En principe, il n'est pas exclu, mais s'il est redéposé dans la même forme, avec les mêmes informations, tel qu'il est, ça m'étonnerait qu'il soit retenu. S'il n'a pas été la première fois, il ne le sera pas la deuxième fois. Le sujet en tant que tel, s'il est retravaillé, perfectionné, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Bien, ben, je pense qu'il est maintenant l'heure de conclure. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre participation très active à ce webinaire. Comme l'a dit Denitsa, une actualisation de la foire aux questions sera mise en ligne et reprendra les principales questions qui ont été posées dans le cours de ce webinaire. Ce webinaire sera également enregistré et vous pourrez normalement le revisionner sur un lien qui sera sur notre site. Merci. Oui, donc, merci à tous. Vous utilisez le même lien que pour vous connecter aujourd'hui pour avoir le replay du webinaire. Et n'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'appel pour consulter la foire aux questions au plus tard lundi. Et à vous adresser aux bureaux régionaux pour toute question qui n'a pas été précisée lors de cette rencontre. Oui, n'hésitez pas à contacter les représentations régionales de l'AIF. Et en tout cas, merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Et nous sommes ravis d'avoir eu autant de questions. Et désolée de ne pas avoir pu répondre à tout. Et bon courage pour la finalisation de votre projet, qu'on attend avec impatience, avant le 15 juillet, 18 h. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.